Le siècle des Lumières est une époque très remarquable à l'histoire de l'Europe en particulier et à l'histoire des idées en général. C'est un mouvement littéraire, philosophique et culturel qui a changé les idées au XVIIIe siècle et qui a participé à l'épanouissement des pensées. Alors, quelles sont les conditions de la naissance de ce mouvement? Quels sont ses principaux philosophes et quels sont ses principes et ses valeurs? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, n'allez pas loin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour. Comme vous savez bien, le siècle des Lumières est une station historique très importante. Les Lumières est une métaphore désignant l'ensemble des idées nouvelles diffusées par les philosophes du XVIIIe siècle qui croient à la liberté et l'entendement de l'homme et au triomphe de la raison et non pas de la tradition ou de l'autorité. Donc, le choix du mot lumière était pertinent. Elle renvoie à tout ce qui éclaircit la pensée et l'esprit et rendre les choses clairement visibles. Les hommes naissent et demeurent, libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Il n'est pas difficile de constater que les historiens ne sont pas unanimes quant à la détermination de la date exacte du commencement des Lumières. Et ce à cause de la multiplicité des événements contribuant à l'émergence de ce mouvement. Certains historiens considèrent 1680 comme une année de départ des Lumières, car elle fut marquée par un grand événement, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Il s'agit d'un édit de tolérance promulgué et imposé par le roi Henri IV en 1798. Elle avait pour objectif d'assurer la coexistence entre les catholiques et les protestants, tout en favorisant la liberté de conscience. Néanmoins, la tolérance religieuse que devait assurer l'édit de Nantes ne dura guère, car elle était révoquée par le roi Louis XIV en 1680. Cette révocation fut donc une décision royale qui avait perturbé la stabilité politique au royaume et qui avait nui à la tolérance religieuse et suscité un exode massif des protestants. Alors cet événement provoquait les contestations et le jaillissement des premières lumières. En revanche, d'autres historiens affirment que le siècle commence effectivement en 1715 et s'étendit jusqu'à 1789. Le choix de 1715 n'est pas au hasard, car cette année correspond à un événement historique remarquable. C'est la mort du roi Louis XIV. Souvent, quand on pense au roi Soleil, on pense à l'apogée du classicisme avec des auteurs comme Corneille, Racine, La Fontaine, Molière, et surtout on pense aux réjouissances et aux festins du château de Versailles. Mais on oublie souvent que les 35 dernières années de règne du roi Louis XIV sont marquées par l'austérité, les guerres, l'intransigeance religieuse, l'autorité absolue et l'injustice de la noblesse et des clergés à l'égard des autres classes sociales. Alors, le décès de Louis XIV
permet aux philosophes rationalistes d'exprimer librement, d'exercer leur esprit critique dans tous les domaines et de défendre des valeurs humaines. Parmi ces philosophes, on trouve Voltaire, Diderot, d'Alembert, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau. Ce sont des gens instruits qui épuisent non seulement de la littérature, mais également des sciences expérimentales. Et contrairement aux penseurs solitaires, les philosophes des Lumières sont des personnes sociables. Elles fréquentent des académies, des cafés et des salons mondains. Leur vie sociale était très riche. Elles ont le souci d'être utiles et de faire évoluer la société. Elles s'intéressent aussi au bonheur terrestre, contrairement aux religions et aux dévots chrétiennes du XVIIe siècle qui ne s'intéressent qu'au bonheur céleste après la mort. En effet, ces philosophes adoptent une approche rationnelle qui consiste à critiquer par la raison tous les domaines de la pensée. Tout doit se mettre à l'analyse de la raison, surtout les croyances religieuses du christianisme et la sacralité de la personne du roi. Vous avez tous entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. La révolution d'Angleterre en 1688-1689 a permis en Angleterre la mise en place d'une monarchie constitutionnelle dont les pouvoirs du monarque sont encadrés par une constitution, contrairement à la monarchie absolue en France qui accorde au roi un droit divin. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Donc, cet événement a influencé les philosophes français et les poussé à revendiquer une monarchie constitutionnelle en France. Une constitution. Un autre facteur qui a contribué à la naissance des Lumières, c'est la diffusion du livre. Au XVIIe siècle, la lecture était réservée principalement aux nobles et au clergé, mais au XVIIIe siècle, le lectorat s'élargit pour atteindre toutes les classes sociales. La diffusion des théories de Newton avait un grand impact sur l'émergence des Lumières, car ces théories permettent de comprendre les lois de la nature grâce à une explication scientifique fondée sur les notions de la physique expérimentale et non sur la croyance aux mythes et aux miracles. Voltaire, par exemple, étudiait avec beaucoup d'attention les théories de Newton. D'Alembert, qui a dirigé avec Diderot la fameuse encyclopédie, l'ouvrage emblématique des Lumières qui rassemble l'ensemble des connaissances. Montesquieu, quant à lui, préconise dans son célèbre ouvrage L'Esprit des lois la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Montesquieu ne remet pas en cause la monarchie, mais pour lui, la monarchie doit être encadrée par un texte constitutionnel. Rousseau détermine les fondements de la démocratie dans son ouvrage du du contrat social. Pierre-Augustin de Bonmarchais remet en cause l'ordre social inégalitaire de l'Ancien Régime dans son célèbre ouvrage Le mariage de Figaro. Diderot, le père de l'encyclopédie, a écrit sa fameuse lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, l'ouvrage qui a motivé son emprisonnement au château de Vincennes en 1789. En guise de conclusion, les philosophes des Lumières se concentrent tous sur la remise en question des notions religieuses et politiques traditionnelles. Elles font la promotion de la raison et combattent les préjugés. Pour ces écrivains, la réflexion doit se fonder sur l'observation et l'expérimentation, ainsi que l'homme doit se servir de la raison comme un guide qui lui permet à écarter les préjugés, les superstitions et le fanatisme religieux. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Finalement, j'espère que cette vidéo soit utile pour vous et je vous souhaite un bon courage et à bientôt, Inch'Allah.